Nous avons vu des zones où les terroristes ont mis le feu à la brousse. Les forces de défense et de sécurité ont été appelées pour éteindre un incendie ou un feu de brousse. Ils sont tombés. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. De cette façon. D'accord. Monsieur le Président, au regard de tout ce que vous avez développé depuis quelques minutes au cours de cet entretien, il s'agit ainsi véritablement d'un acharnement de la France et de ses complices contre le Niger et ses institutions. J'ai alors à ce niveau 3 petites questions. Premièrement, quelles sont les raisons de cet acharnement et de leur volonté irréductible de nous déstabiliser alors que l'on peut penser, après tout ce qui s'est passé depuis le 26 juillet, qu'ils ont bien compris la leçon et que l'on peut aller de l'avant? Deuxièmement, Monsieur le Président, avons-nous, en ce qui nous concerne le Niger et la Confédération AES en général, une réponse et une stratégie commune pour y faire face? Et enfin, troisièmement, quel doit être dans cette stratégie le rôle de nos populations en termes de mobilisation, de sensibilisation et d'engagement patriotique, sachant par ailleurs que certains de nos compatriotes se plaignent souvent des difficultés dans leurs relations avec les autorités administratives qui ne prennent pas en compte avec la diligence requise les informations qu'ils leur donnent. Exemple fréquent, souvent ils contactent l'administrateur délégué qui demande de contacter le gouverneur ou le préfet et vice-versa. Monsieur le Président. Vous me faites sourire. Oui. Quand j'entends les dernières conclusions, je vois un profane qui parle d'un domaine vraiment pour lequel il est totalement profane. D'accord. L'acharnement de la France, pour reprendre vos mots, et qui sont justes, tire son essence des facteurs culturels, civilisationnels et historiques. Cette même France, rappelez-vous, c'est la même France qui a comme maître tacticien hors pair Napoléon. Le même Napoléon, c'est ça, qui avait dit que le mot, je n'aime pas l'utiliser, mais l'africain, lui, c'est pas le mot qu'il a utilisé. Le mot, c'est un mot que je ne prononcerai jamais. Il dit, ne connaît pas la liberté. Donc, il faut lui servir toujours le repas de l'asservissement, de l'esclavage, du mépris et de la domination. Ça, c'est encore des mots allégés par rapport à ce qu'il a fait ou il a dit. C'est le même Napoléon, déjà vers 1796, va envoyer des navires pour soumettre Haïti. Nous savons comment ça s'est terminé. Le mépris avec lequel ils ont abordé le peuple haïtien a été honteusement révélé parce que le peuple haïtien avait mis en déroute et capturé plusieurs dizaines de navires français transportant des hommes pourtant aguerris contre des populations de fois désarmées. Mais c'est le patriotisme, la dignité qui avait pris le dessus. Et vous vous rappelez le sacrifice que Haïti a consenti pour racheter, malgré cette victoire militaire, mais pour racheter leur indépendance. Pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à consulter les documents
d'histoire. Après Napoléon, venons plus proche de nous. Vous vous rappelez la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy quand il était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Oui. Ça, c'est aux Africains qu'on dit ça. Et où? À Cheikh Anta Diop. Je dis bien Cheikh Anta Diop. C'est tout un symbole. Hein. L'égyptologue le plus reconnu, qui malgré l'impérialisme, l'imposition, l'omerta impérialiste, a démontré que l'Égypte est une civilisation, d'un mot que je dis, je ne vais jamais utiliser. C'est ça. C'est l'insulte suprême qu'on puisse faire à un peuple. Se tenir dans un temple comme Cheikh Anta Diop et dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Mais qui est l'histoire? Ça reflète l'ignorance tout simplement. Parce que s'il sait ce que c'est l'histoire ou le mot histoire, il ne peut pas le dissocier de l'Afrique. Il y a plus de 5000 ans, au moment où leur arrière-ancêtre venait en Égypte apprendre les sciences, l'astronomie et toutes les autres sciences. Cette même Égypte, civilisation qui a laissé des traces aujourd'hui à travers les pyramides, et que ces forces néocolonialistes ont cherché à camoufler le lien historique entre ces architectures monumentales aux civilisations africaines. C'est dans ce même temple que Sarkozy va dire que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Plus proche de nous encore, il faut suivre Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'était au Burkina. Même pas au Burkina, avec ça, je considère ça comme un incident mineur. D'accord. Parce que si Marc Kaboré ne l'avait pas reçu, avec tous les égards, il n'aurait pas pu dire à Marc que c'est lui l'électricien en s'adressant devant des étudiants burkinabés et qui ont malheureusement applaudi. Pour vous dire de ce qui se passe en Afrique. Je parlerai plutôt d'un autre qui est d'actualité, Emmanuel Macron. Quand il était parti, toujours à Bruxelles, par rapport à la demande de conciliation, où il avait dit « Ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre la colonie nigérienne et la France. Le Niger nous appartient. Nous sommes seuls à décider de la solution. » C'est pourquoi je dis c'est civilisationnel. C'est culturel. Encore en 2023, décembre, un autre brillant Français a dit, je cite, « C'est le petit stupide. » J'ai dit, je répète, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide, Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains.
si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. C'est ce qu'il dit. Et il va plus loin. Cette vision, nouvelle vision des Africains de l'AES doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte, ça je suis d'accord avec lui, même si c'est avec regret. Il faut que Emmanuel Macron parte ou la France en souffrira. L'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde, puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. Je ferme la parenthèse. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qui se passe, cet acharnement pour la France et le fait que nos pays ne méritent aucun égard. Nos pays doivent rester les colonies qu'on exploite à volonté. Et c'est ce qui me ramène vers nos ressources naturelles qui sont un autre point. En plus du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68. L'uranium a fait la prospérité de la France. Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort des Nigériens. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Toutes nos ressources, qu'elles soient sur le territoire national nigérien, qu'elles soient dans le sous-sol burkinabé ou malien, sont l'objet de cet acharnement en deuxième point que l'on observe non seulement de la part de la France, mais également de toutes ces puissances occidentales qui forment bloc derrière la France, malgré vraiment cette évidence qui est là, que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'humain, ça n'a rien à voir avec la volonté de la France à défendre le droit ou la démocratie, d'ailleurs qui sont des données à géométrie variable qui évoluent en fonction du contexte et des intérêts de ces puissances. Donc, c'est ce qui fait que la France s'acharne contre nous. Et troisième explication, c'est la Confédération. Dans cette organisation que nous avons créée, trois piliers ont été retenus comme étant des piliers impérativement communs à nos trois États. La défense, la diplomatie et le développement. La défense, nous avons abordé la force unifiée.
avant même que cette force unifiée soit créée, je l'ai expliqué que nous menions des opérations soit avec le Burkina ou avec le Mali et le Mali également avec le Burkina. Mais sur le plan de la diplomatie, nous avons décidé que tout ce que nous allons faire et toute décision que nous allons prendre doit faire l'objet d'une concertation entre nos 3 États, entre les États de l'espace confédéral. Le développement qui est le 3e pilier, vous l'avez suivi récemment avec la création de la Banque d'investissement et de développement, donc la Banque confédérale d'investissement et de développement. Cette banque, dont le capital est estimé à plus de 300 milliards, sera constituée par les efforts propres, endogènes des États de la Confédération. Donc, c'est pour vous dire que, et sur le plan défense, sécurité, et sur le plan diplomatie, et sur le plan développement, les États de la Confédération s'activent et c'est une réalité. Nous ne sommes pas restés dans la théorie stérile. Car comme le dit un sage, la théorie sans pratique est stérile, la pratique sans théorie est aveugle. Nous ne voulons être ni l'un ni l'autre. Au sein de la Confédération, nous agençons les deux pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce que nous faisons effectivement au sein de cette Confédération pour répondre à votre question. D'accord. La 3e, je rappelle, M. quel doit être dans cette stratégie le rôle de nos populations en termes de mobilisation, de sensibilisation et d'engagement patriotique, sachant par ailleurs que certains de nos compatriotes, ils se plaignent souvent des difficultés dans leurs relations avec les autorités administratives qui ne prennent pas en compte la diligence requise, les informations qu'ils leur donnent. Exemple fréquent, ils contactent l'administrateur délégué qui demande de contacter le gouverneur ou le préfet et vice-versa. Je crois que le terme le plus approprié, bon, au moment où vous préparez ces questions, certainement, il n'y avait pas ces données que je viens de révéler. Si les compatriotes, justement, qui se plaignent, mais moi que je dirais, qui désormais se plaignaient, ont suivi ce que moi je dis. D'accord. La mobilisation de l'Union européenne derrière la France, et quand je dis mobilisation, elle est totale. Elle est financière, elle est diplomatique, elle est économique, elle est militaire. Avec le soutien, je l'ai dit, d'une puissance autant de Joe Biden, qui accompagner aveuglément les décisions françaises tout simplement parce que le Niger devait rester une colonie et que les richesses du sous-sol ou du sol nigérien sont françaises. Si les gens savaient toute cette mobilisation qui avait eu pour conséquence de créer dans un premier temps, à travers l'Europe, rappel historique que j'ai fait des mouvements de déstabilisation jusqu'au Sahel, où ces puissances ont mobilisé ce qu'on appelle, je n'aime même pas utiliser ces noms, puisque ça n'a rien d'État islamique au Sahel. L'islam, ce n'est pas au Niger qu'on apprend l'islam. Nous avons connu l'islam au 6e califat, 666, au Niger. Au moment où beaucoup d'autres pays ne savaient pas ce que c'est l'islam. D'autres pays arabes. C'est ça. Je parle de 44 ans après l'Hégire, à travers Bousr Ben Abi Arta, dans les oasis du Kawa.
Nous avons connu l'islam en 666. C'était le 6e califat. Aujourd'hui, près de 1400 ans que le Niger a été en contact de l'islam. 1400. Nous sommes à l'an 1446 de l'islam. C'est ça. Donc, ça n'a rien d'islamique, ce qui se passe. C'est un crime organisé. Oui. Un crime organisé par les puissances occidentales que nous connaissons. La France soutient le JNIM, ce qu'ils appellent le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Quels musulmans on soutient? Le Niger est à 95% musulmans. C'est massacrer les Nigériens qui est un soutien à l'islam. Le Mali, autant. Le Burkina, autant. C'est en massacrant des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens qu'on soutient l'islam et les musulmans. L'islam que nous connaissons depuis 1400 ans. Il y a ce groupe-là qui est actuellement et qui a comme leader Yad Agali, que tout le monde connaît. Yad Agali, c'est la France. Et celui qui est chargé de la propagation, ce qu'ils appellent islamique, propagation islamique, un certain Abu Hamza el-Shingieti ou quelque chose comme ça. Shingieti, c'est extérieur à notre espace. Bien sûr. Pour vous dire, donc ça n'a rien de musulman, parce que c'est des musulmans qui sont tués chaque jour. Rappelez-vous de Fambita, 44 fidèles, un mois de mars, un mois de carême, exécutés par des gens manipulés. Manipulés pour des raisons de cupidité, des raisons d'ignorance, mais malheureusement face à des puissances qui manipulent même des États, à plus forte raison des regroupements d'individus qu'on peut facilement induire en erreur en leur montrant que voilà la cause que vous défendez. D'accord. La France soutient ce groupe-là. Les États-Unis sont avec ce qu'ils appellent l'État islamique au Grand Sahara. Le IGS, c'est l'État islamique. Oui. Donc, je vous ai dit, la Daoula centrale est en Syrie, à un certain moment en Irak. Mais c'est les mêmes événements qui se reproduisent ici. D'accord. Pour que les gens comprennent les enjeux de ce qui se passe actuellement, il faut qu'on évite de nous faire croire ce qui n'est pas ça. D'accord. Et il faut qu'on évite de croire facilement quand la version vient de la France et de rejeter systématiquement ce qui vient de nos autorités, parce que les autorités, bien sûr. Mais ça, je l'ai dit, ce n'est pas tous les peuples de la Confédération, sinon je ne serais pas assis ici en train de vous parler. Bien sûr. Puisque c'est la mobilisation populaire au Niger qui nous a permis de tenir jusqu'à date. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, parmi les Nigériens, il y a des gens qui sont manipulés. Et je vous l'ai dit, à travers cette cellule Sahel de l'Élysée, qui fait ce travail d'intoxication à travers l'OIM, la DGSE française et la direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Toutes ces communications, tous ces tweets qui inondent, où vous voyez vers Mangaise, 135 gardes nationaux ont disparu. Leur chef qui est parti pour chercher à savoir ce qui se passe a été abattu. Et vous avez des radios ou télévisions nigériennes qui mettent ces absurdités, qui reprennent ces absurdités, qui partagent ces absurdités. 500 FDS nigériens ont
été massacrés le 24 juillet vers Eza. Eza, c'est là-bas, entre les deux opérations, Chara et Al-Mahou. 235 ont été tués par là. Le dernier cas, Eknaon, on dit que c'est plus de 60 qui ont été massacrés. Ouais. Nous enregistrons des pertes. C'est ça. Mais nous savons que c'est le sacrifice à consentir pour nous libérer. D'accord. Il faut que les peuples de la Confédération comprennent que aucune puissance au monde ne viendra pour faire la guerre à leur place. D'accord. Les autres se sont sacrifiés pour leur pays. Bien sûr. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il ne faut pas que nous donnons raison à ces gens qui pensent que nous sommes des moins que rien. Nous sommes incapables de dignité parce que nous n'avons pas d'histoire. Il faut que nous comprenions cela pour que, à l'image de la mobilisation qui a toujours eu cours au sein de notre espace confédéral, cette mobilisation soit maintenue parce que la cause est noble. Il y va de notre survie. On n'a pas le choix, il n'y a pas deux options. Il y a une seule option, c'est la victoire pour les États de la Confédération. Oui. En dehors de la victoire, toute autre attitude n'est que baliverne et commentaire. Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur les commentaires et les balivernes. D'accord. Voilà ce que je dis. Le peuple est debout, le peuple doit rester debout parce que la cause, elle est civilisationnelle. Ok. Ce n'est pas du superficiel. D'accord. Et par rapport à la remontée des informations, où souvent, Monsieur le Président, les gens se posent des questions. Les gens, c'est ce que je dis. Ouais. Les gens se posent des questions parce que c'est des profanes. C'est ce que j'ai dit quand j'ai écouté ce que vous dites. Ok. L'engagement militaire répond du moins à des critères, pour parler de façon peut-être plus compréhensible, à des critères. D'accord. Le militaire, il apprend. En plus de ce qu'il apprend, confronté à la réalité, il retient des leçons. D'accord. Nous avons vu des zones où les terroristes ont mis le feu à la brousse. Les forces de défense et de sécurité ont été appelées pour éteindre un incendie ou un feu de brousse. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle communément une embuscade. Embuscade, tout à fait. On a vu une ou deux motos venir apparaître devant les forces de défense et de sécurité. Mais ces une ou deux motos ne sont pas les seuls qui sont prévus dans cette mission de ces gens-là. C'est juste la partie visible de l'iceberg. D'autres centaines de motos sont tapis quelque part. Quelque part, oui, tout à fait. Nous avons eu malheureusement des morts dans la région de Sanam. Parce que deux motos ont apparu devant nos hommes qui les ont suivis avec 4 véhicules. Ils étaient partis pour trouver à 40 km plus loin, plus de 200 motos les attendaient. Ah oui. Ah oui. Le militaire, c'est quelqu'un qui réfléchit. Nous pouvons comprendre ces gens qui disent que les militaires n'interviennent pas au quart de tour. Oui. Parce que quelqu'un qui est menacé, quelqu'un qui voit son frère exécuté, son fils exécuté, sa femme, ses enfants pris en otage et conduits vers d'autres horizons où peut-être il ne les reverra plus. Effectivement, même si c'est 1 heure de temps après que les FDS interviennent,
il va trouver ce temps très long. D'accord. Mais il faut que les Nigériens comprennent que les enjeux qui sont en cours dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Il faut que les Nigériens comprennent qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de soutenir, vaille que vaille, leurs forces de défense et de sécurité qui meurent chaque jour pour les protéger. Oui, d'accord. Qui sont, malgré l'étendue du territoire, parce que nous sommes quand même l'un des rares pays où 360 degrés, on ne peut s'adosser sur personne. Nous sommes obligés de compter sur nos propres ressources et sur nos propres forces de défense et de sécurité. En dehors du Mali et du Burkina, où, comme je l'ai dit, nous agissons dans le cadre de la force unifiée. D'accord. Donc, il faut que les gens se rappellent de ça et qu'ils soient plutôt des défenseurs de leurs forces de défense et de sécurité plutôt que de passer leur temps à charger les forces de défense et de sécurité qui n'interviennent pas suffisamment. D'accord. Monsieur le Président, d'accord. Monsieur le Président, c'est la deuxième question d'actualité. La saison des pluies s'annonce au Niger. Quelles leçons avons-nous tirées de ce qui s'est passé l'année dernière et quel message avez-vous à l'endroit de nos populations? Effectivement, la saison de pluie pointe à l'horizon. Elle a déjà commencé à s'installer. Il y a des zones qui ont sémé. Oui. Les leçons, elles sont de deux ordres. Sécuritaire et humanitaire. Sécuritaire par rapport à notre devoir, à notre responsabilité de protéger les Nigériens pour qu'ils vaquent à leur occupation champêtre ou à leur activité pastorale quand le moment sera venu. Humanitaire, puisque nous avons vu la saison passée, nous avons enregistré une pluviométrie jamais égalée. Nous avons perdu plus de 300 compatriotes. Oui. Que nous avons pris l'engagement d'assister et que nous avons assisté sur ressources propres à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Nous n'avons jamais demandé l'aide internationale. Nous n'avons jamais demandé ou déclaré l'état de catastrophe au Niger. Parce que nous savons que si nous nous organisons mieux, nous pouvons porter une réponse adaptée à toute situation sur notre territoire. Les populations nigériennes sont assez vaillantes, sont assez résilientes pour faire face à toute situation et c'est ce que nous voyons. N'empêche, toujours dans le cadre de ce deuxième point, nous avons pris des mesures qui consistent, puisque la plupart des décès sont dus aux effondrements des maisons qui sont faites en argile. Oui, tout à fait. Nous avons décidé, à travers les structures sectorielles, de revoir les façons de construire au Niger et les matériaux de construction à utiliser. Et c'est dans ce sens. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Habitat ont pris contact avec les deux compagnies pour l'instant qui produisent du ciment pour qu'on essaie de voir qu'est-ce que l'État peut abandonner comme taxes et impôts pour permettre à ces compagnies de cimenterie de produire du ciment à un prix qui permettra aux Nigériens, au lieu de recycler l'argile, qu'ils utilisent le ciment. Donc, les constructions, même si elles sont inondées,
Nous sommes un pays de soleil. Dès que le soleil revient, l'eau se retire. Ce sont vos effets qui seront mouillés. Vous séchez, ça va sécher les 30 minutes qui suivent. Donc, il faut changer de matériaux de construction. Et c'est ça où nous avons ramené le prix de la tonne. Vous l'avez suivi en fonction des régions. En fonction des régions, puisque justement, il fallait inclure le transport pour les transporteurs. Et c'est ça qui avait cours. Et c'est ça que certains Nigériens ont dit que ce n'est pas normal, c'est du populisme, on ne devait pas diminuer le prix du ciment. C'est des Nigériens qui se sont élevés pour dire des absurdités comme ça, que c'est du populisme. Ils ne voyaient pas le populisme quand les maisons s'effondraient sur des compatriotes. 300 morts enregistrés, soit par effondrement ou par noyade. Noyade parce que les gens ont voulu traverser des coris en crue. Et malheureusement, souvent, c'est des véhicules, des camions entiers que ça a emporté avec des bilans très lourds. C'est ce qui s'est passé dans la région de Tawa, où il y avait eu une soixantaine de morts qui ont été emportés par les eaux de ruissellement d'un cori. Donc, ce sont ces mesures-là que nous avons prises pour faire face à la saison et que nous devons renforcer pour faire face à cette saison qui, selon la météo, sera encore plus abondante, Inch'Allah. Mais il faut que nous prenions toujours le côté du verre à moitié plein que du verre à moitié vide, parce que la pluviométrie, c'est une rahama de Allah subhanahu wa ta'ala, et ça devait être exploité dans ce sens. Les comportements à risque, nous devons les bannir, et c'est ce que l'État cherche à faire ou fait pour effectivement éliminer ces comportements à risque. Et c'est ça que nous faisons pour cette campagne qui vient de démarrer, et que nous souhaitons en tout cas une campagne meilleure à celle de l'année passée, même si nous continuons quand même à jouir des produits de la campagne passée. Tout à fait. Les Nigériens se sont tués. Le sac de riz est à 11 000. Personne ne parle. Il n'y a que dans les prières où on rend grâce à Allah de nous avoir accordé cette rahama. Le sac de 1000 est à 27 000. Le 1000 tardif. Le 1000 hâtif est à 28 000. Le sac de sorgho est à 28 000. Le sac de maïs est à 27 000. Personne n'en parle. Alors qu'à pareil moment, c'était 2 fois. Oui, bien sûr. On a connu des années où c'était 2 fois ce prix. Mais là, ça a parlé. D'accord. Justement. D'accord. Monsieur le Président, pour finir ce grand entretien, votre mot de la fin. Quel sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, par rapport à l'exposé de la situation que je viens de faire, par rapport aux implications que je viens de révéler pour ceux qui l'ignoraient, c'est que les Nigériens se regroupent et s'illustrent comme ils l'ont fait par leur sens de patriotisme. Que les peuples de la Confédération, de façon globale, s'illustrent encore davantage par leur engagement patriotique. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat face à un professionnel de la perfidie, c'est un combat où les Nigériens doivent de moins en moins accorder la moindre importance à ces tweets dont on connaît l'origine et dont nous connaissons l'objet. Les Nigériens doivent continuer à prier pour leur pays. Souvent, j'entends des gens qui disent « Nous, pourtant, nous avons ou nous avions soutenu le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. » Mais celui qui s'exprime comme ça n'a pas compris le combat.
Le combat, ce n'est pas pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le combat, c'est pour la dignité du Niger. Le combat, c'est pour la survie du Niger. Le combat, c'est pour la souveraineté du Niger. Et ce combat-là est le même au Mali et au Burkina. C'est pour la survie, c'est pour notre dignité à nous tous. Donc, je ne fais pas un combat pour un tel ou un tel. Un tel ou un tel, ce ne sont que des individus qui conduisent le combat en même temps que vous et qui ont eu la lourde responsabilité d'être ceux qui indiquent le chemin à suivre et qui ont le courage de dire non quand il faut dire non. C'est ça la vérité. Donc il faut que les gens comprennent que la lutte qu'ils font, c'est pour le Niger. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour le Conseil national. C'est pour notre pays. Nous sommes un pays de peuples fiers, multimillénaires. C'est parce que les gens ignorent leur histoire qu'ils se sous-estiment. Nous sommes un peuple organisé il y a plus de 5000 ans. Le Niger. Il ne faut pas prendre le Niger pour la République de 18 décembre 1958. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la colonisation. D'accord. C'est une terre ancienne, le Niger, plus de 5000 ans. Donc, il faut que les Nigériens soient convaincus qu'ils sont chacun pris membre d'un peuple digne, fier, ancien, d'une civilisation antérieure à la civilisation de ceux qui veulent nous apprendre les leçons de démocratie et de dignité. Il faut que l'ensemble des Nigériens se concentrent sur les prières pour leur pays, pour leur confédération. Si nous avons tenu, en plus de notre volonté, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous implorons chaque fois que nous prions. Quand je prie, je ne prie pas pour moi, je prie pour mon pays. C'est ce que je considère que chaque Nigérien se mette dans sa tête quand il prie d'abord pour son pays. Parce que le jour où le Niger cessera d'exister, lui-même cessera d'exister en tant qu'individu, en tant que Nigérien, puisqu'il n'y aura plus de Niger. Il n'y a plus de patrie à chérir. Cet appel-là que je lance aux Nigériens. Renforcer les prières, que ce soit dans les villes et dans les campagnes. L'État fera sa part. L'État ne trahira jamais. Parce que l'État a pris conscience qu'il a mis Allah, subhanahu wa ta'ala, entre lui et son peuple. S'il trahit son peuple, Allah est le plus sage des juges. Ce que Allah n'a pas jugé, un individu ne peut pas s'arroger ce droit-là. Il faut que, même si nous ne croyons pas, quand même, nous croyons à quelque chose. Bien sûr. Donc, cette chose en laquelle nous croyons, sachons que c'est elle qui est l'être suprême, qui est la chose suprême. Et pour nous, c'est Allah. Et c'est devant Allah que nous avons juré de défendre les intérêts de notre peuple et nous le ferons, Inch'Allah, jusqu'à notre dernier souffle. Que les Nigériens soient soudés, restent soudés, qu'ils évitent de céder aux sirènes ethnocentristes, régionalistes, néocolonialistes, qui ne font que remplir un agenda, l'agenda des puissances coloniales à travers des miettes qu'on leur donne, à travers du pouvoir qu'on leur miroite ou qu'on leur fait miroiter. Vous aurez un deuxième mandat, vous aurez un troisième mandat, vous aurez un quatrième mandat, massacrez vos populations. Et en bas marche, on massacre les populations. Vous aurez tant de millions, vous aurez tant de logements, vous aurez tant de ceci. Allez-y, donnez-nous les renseignements, faites diffuser ces informations et vous les faites diffuser. Étant conscient que ce que vous faites est nuisible. Et pour ça, j'attire l'attention de la presse. La France a ce qu'ils ont appelé Agence française de développement des médias. Agence française de développement des médias
à travers Canal France International. Oui. Ils ont créé une organisation qu'ils appellent Crossover. Crossover, it is not French, it is not British but French. French, yes. So, ils ont créé cette ONG-là avec un nom anglais pour faire certainement diversion. Oui. À travers cette ONG, ils recrutent des journalistes, comment vous les appelez, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, Oui. des activistes. Mais c'est des activistes intéressés. Intéressé, ok. C'est une dizaine de millions de francs CFA qu'on leur donne comme budget. Ouais. Donc, Crossover est un démembrement de Canal France International, lui-même qui est piloté par l'Agence française pour le développement des médias. Toutes ces intoxications-là sont également issues de cet outil-là qui est malheureusement piloté par des journalistes et nigériens. Nous savons, puisque en novembre 2024, ils étaient au Sénégal pour une formation, nous le savons. Qu'ils ne pensent pas qu'ils ont passé inaperçus et qu'ils ont franchi les barrières, nous le savons, mais nous les observons. D'accord. Parce que nous savons que Allah déjà a décidé de leur sort. Nous ne faisons que suivre. Mais nous ne restons pas passifs. Donc, que ces gens comprennent que tout ce qu'ils vont faire contre leur pays n'est pas dans l'intérêt de leur pays. D'accord. Il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu que nous voyons. D'autres prêtent leur page à la DGSE française. Utilisent leur page. Je le dis parce que je sais que la DGSE française va encore. C'est eux qui disent, quand ils envoient, il faut bien les connaître ces gens-là. Quand ils envoient un message, ils disent, bon, nous sommes sûrs que la présidence va saisir des téléphones. Ou bien le ministère X va saisir des téléphones. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Une anecdote. Quand nous avions fait les dernières révélations, tous les agents de la DGSE française qui ont servi au Niger, au Mali ou au Burkina ont été soumis au polygraphe. Le polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Parce que pour eux, ces minables des Nigériens ne peuvent pas connaître notre secret sans que ça ne soit à travers nos propres compatriotes. Ils les ont humiliés, ils les ont mis en quarantaine, ils les ont passés au polygraphe, le test de mensonges. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu de ces victimes-là. Mais qu'ils sachent, le déménagement qu'ils sont en train de préparer, d'ailleurs, ils ont accéléré sur les 20 hectares de Fort-Neuf. Nous sommes au courant. Les 6000 bureaux qu'ils veulent construire avec 130 000 mètres carrés de plancher, nous sommes au courant. Nous avons déjà des bureaux réservés. Nous saurons, Inch'Allah, tout ce qu'ils vont faire parce que leur malveillance n'est pas agréée. Nous comptons sur les Nigériens de rester fermes. Ce que nous leur dirons n'est que pure vérité. Si les Français ne sont pas en train d'envisager le déménagement parce qu'ils pensent qu'on a infiltré leur mur au boulevard des Mortiers pour revenir à Fort-Neuf, sur 20 hectares, ils n'ont qu'à sortir pour démentir. Ils avaient, c'est vrai, un projet depuis 2021, mais ce projet était en latence. Il a fallu le réactiver à coût de milliards d'euros pour le réaliser et dans un laps de temps. Et cette décision a été prise suite à nos dernières interventions de décembre, où ils ont traumatisé ou humilié leurs propres concitoyens qu'ils pensaient être à la base des fuites qui nous ont permis d'entretenir les Nigériens. Donc, ce que nous disons, nous n'inventons rien, c'est la triste vérité.
que ceux des Nigériens ou des Burkinabés ou des Maliens qui jouent le jeu de la France comprennent que c'est un jeu d'humiliation, de dégradation et de manque de dignité. C'est une voie sans justice. Rien n'est au-dessus du Niger, rien n'est au-dessus de notre espace confédéral, rien pour les Maliens n'est au-dessus du Mali, rien pour les Burkinabés n'est au-dessus du Burkina. Il faut que ces compatriotes comprennent que la lutte que nous menons, nous ne la menons pas pour nous-mêmes, nous la menons pour l'ensemble de nos populations que nous voulons juste voir vaquer à leur activité professionnelle sans qu'on ait besoin de les mettre devant des 12-7, des 14-5 ou je ne sais de quelle couverture aérienne. Oui. Nous sommes un peuple assez intelligent, un peuple assez travailleur qui peut s'en sortir. Mais pourquoi devons-nous rester sous la domination des Français? Tout simplement parce que les Français trouvent leur compte en nous maintenant sous leur domination. Et que nous ne comprenions pas. Et jusqu'à nos intellectuels, c'est ce qui est regrettable. Nous ne comprenions pas que c'est de la survie de nos pays qu'il s'agit. Quand je vous ai cité le génie français qui disait c'est la stupidité du petit Emmanuel Macron, j'aurais voulu voir des intellectuels sortir, condamner ces propos-là. Rien. Personne n'est sorti. Pourtant, on a tous les diplômes. C'est ce que j'ai regretté également quand Macron s'est exprimé comme ça pour dire que le Niger lui appartient. C'est ce que j'ai condamné quand Sarkozy s'est prononcé à Cheikh Anta Diop pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. C'est ça le drame de l'Afrique. Donc c'est des comportements comme ça qui sont révoltants et qui doivent révolter chaque digne fils de la Confédération. Je prie pour que nos pèlerins qui sont à la Mecque fassent un Hajj Mabrouk. Je présente mes condoléances aux familles de nos 3 compatriotes qui sont décédés. En tout cas, c'est les informations que nous avons jusqu'ici. Un décès de suite d'un accident de circulation et 2 décès de suite d'une courte maladie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa rahma et qu'il agrée leurs vœux et leur ibada avant leur dernier soupir. Pour ceux qui sont encore en train d'accomplir les rites, nous leur souhaitons Hajj Mabrou et que Allah subhanahu wa ta'ala les ramène dans leur famille sains et saufs. Nous souhaitons bonne fête à l'ensemble de nos compatriotes. Nous souhaitons que, puisque déjà l'association islamique a retenu la date, nous souhaitons bonne fête à tous nos compatriotes. C'est l'objet également de ce que j'ai à dire par rapport à mes vœux et souhaits vis-à-vis de mes compatriotes, des compatriotes de la Confédération et pour nos pays et notre Confédération. Allah nous couvre de sa rahma infinie, qu'il nous protège des malveillants et de leur malveillance, qu'il fasse que la Confédération triomphe de toute malveillance. Je ne dirais pas puissance, parce que aucun de ces pays n'a la puissance. Merci, Monsieur le Président, vraiment pour cet entretien et merci aussi encore pour la franchise dans vos propos. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand entretien qu'a bien voulu nous accorder le Président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.